Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Lire la Chine, dans lequel je vais vous parler d'une bande dessinée parue chez Glénat au mois de novembre et qui s'intitule Mao Tse-tung. Voilà la couverture. Donc, avec un scénario de Jean-David Morvan et Frédéric Volizet, des dessins de Raphaël Ortiz et l'intervention de Jean-Luc Doménac, donc le sinologue français, sur un dossier qui apparaîtra à la fin de la bande dessinée. Alors, la bande dessinée en tant que telle, comment est-elle présentée? Donc le narrateur de l'histoire est Deng Yingxiao, qui est la femme de Zhou Enlai. Le récit commence le 15 janvier 1976, qui est la date de l'hommage officiel rendu par la République populaire de Chine à son Premier ministre décédé le 8 janvier. Alors, le choix du narrateur est déjà très important parce qu'on sait que c'est une femme qui a été très critique à l'égard du régime maoïste, et donc tout de suite, on sait qu'on ne va pas avoir une bande dessinée hagiographique. Le récit s'ouvre sur la première rencontre entre Mao et Zhou Enlai à Canton en 1926. On a ensuite un petit passage où Deng Yingxiao raconte sa relation avec Zhou Enlai, comment ils se sont rencontrés, comment ils sont tombés amoureux, comment ils se sont mariés. Et on repart ensuite sur Mao, notamment avec un accent mis sur sa relation avec ses premières femmes. Il faut savoir que Mao a été marié 4 fois et qu'il a plus ou moins, on va dire, abandonné les 3 premières, qui ont été soit décapitées par les nationalistes, soit ont été déclarées folles, soit sont mortes tout simplement. On a l'un des points intéressants de la bande dessinée, c'est-à-dire qu'on ne va pas seulement s'arrêter à l'histoire politique, l'histoire factuelle, ce qu'a fait Mao, etc., mais on va aussi creuser un petit peu sa vie intime, ce qui va nous permettre de comprendre le personnage, notamment sa relation aux autres. Faut savoir que Mao était quelqu'un de profondément égoïste, qui ne pensait qu'à lui, et ça permet en fait de poser un autre regard sur ses actions, notamment la manière dont il a voulu gouverner la Chine. On va donc apprendre comment Mao fait son entrée dans le Parti communiste chinois, l'épisode de la Longue Marche qui est très important parce qu'il a été repris par le Parti communiste comme étant une espèce de mythe fondateur du Parti communiste chinois, de l'unité et de sa force, alors qu'en fait il s'agit d'une défaite militaire, voire des défaites militaires qui s'enchaînent, jusqu'à ce que les communistes arrivent dans le Shanxi et fondent la République soviétique du Shanxi, république qui sera gouvernée par Mao, qui sera président de la République. On voit aussi la relation qu'a Mao avec les autres dirigeants, notamment Zhou Enlai, comment ce dernier, qui était à un moment le supérieur hiérarchique de Mao, dans la hiérarchie du parti, va peu à peu se rallier à lui parce qu'il arrive à voir en Mao quelqu'un qui a un grand avenir dans le parti et qui peut arriver à en prendre le contrôle. Un autre épisode intéressant, c'est celui de la guerre civile, dans laquelle on voit clairement que les communistes chinois n'ont pas pris une grande part au combat qui ont opposé donc les Chinois aux Japonais, les Japonais qui avaient envahi la Chine en 1937, et comment en fait les communistes ont volontairement laissé les nationalistes se fatiguer, vraiment s'user à combattre les Japonais, pour, une fois les Japonais vaincus en 1945, et déclencher une nouvelle guerre civile qui sera rapidement remportée par les communistes. Ce qui mène donc au 1er octobre 1949, où Mao, du haut de la place Tiananmen, déclare la naissance de la République populaire de Chine. Donc à partir de ce moment-là, dans la bande dessinée, on a déjà fait facilement les 4/5e, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment attardé sur les années 1920-1930, et les années 1949-1976, qui sont les années où Mao sera au pouvoir à la tête de la Chine, sont abordées en une dizaine de pages. Donc l'épisode par exemple du grand bond en avant qui entraîne une famine gigantesque dans tout le pays et qui est la cause d'environ 30 à 35 millions de morts, est abordé en 3-4 cases, de même que la révolution culturelle qui a le droit à une page et demie à peu près, qui est l'épisode où Mao reprend la tête du Parti communiste chinois, étant donné qu'il a été peu à peu évincé des responsabilités suite au grand bond en avant qui a été une catastrophe. Là, Mao lance la révolution culturelle, reprend vraiment le pouvoir et lance dans le parti une énorme purge qui mènera quasiment à la guerre civile. Donc cet épisode-là, qui est vraiment très important, est abordé de manière vraiment rapide, et c'est, je pense, le plus gros point négatif à mes yeux de cette bande dessinée, c'est-à-dire que on a des événements et des anecdotes qui sont à la fois intéressantes et pertinentes, mais certains aspects de la vie de Mao sont survolés.
ce qui peut entraîner vraiment, je pense, une incompréhension de certains faits historiques. Alors, pour pallier à ça, les auteurs ont eu la bonne idée de fournir à la fin de la bande dessinée une petite biographie, comme vous pouvez le voir ici. Alors, il n'y a que 5 livres. Le gros avantage, c'est que, bon, étant donné que, à titre personnel, je les ai tous lus, je trouve que c'est une biographie qui est vraiment intéressante parce que ça vous permet à la fois, si vous vous intéressez vraiment à la partie, on va dire, de la Chine entre la chute de l'Empire et la déclaration de la République populaire de Chine, donc une période qui couvre à peu près 40 ans. Vous avez le livre de Lucien Bianco, Les origines de la Révolution chinoise, je pense que je reviendrai dessus dans une autre vidéo plus tard, hein, qui nous montre comment la Chine évolue de 1911 à 1949. Après, si vraiment vous vous intéressez à Mao, vous avez 2 biographies, alors qui sont assez différentes. On a la biographie de Philippe Short, qui vraiment va juger les faits, va avoir un petit esprit critique, mais va vraiment se borner à dire Mao a fait ceci, Mao a fait cela, il est responsable de ça. Et la biographie qui pour moi fait référence à l'heure actuelle, c'est celle de Jung Chang et John Hallyday, donc Mao et l'histoire inconnue, qui est parue en 2009, qui est vraiment, elle, une biographie critique. On va vraiment avoir un travail presque d'archéologie, où les auteurs vont reprendre chaque fait qui est avancé dans les biographies officielles de Mao et vont montrer que finalement il est soit pas responsable de ça, soit un fait qui est minoré, on va s'apercevoir que Mao est responsable en grande partie, etc. Il y a une petite anecdote que j'ai trouvée intéressante dans la bande dessinée, c'est l'épisode du pont de Luding. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un épisode de la Longue Marche où les communistes chinois sont bloqués à un ravin qui est relié de l'autre côté à un pont. Et on a d'un côté les communistes et de l'autre côté les nationalistes, et les nationalistes empêchent les communistes de passer, avec notamment un mine mitrailleuse sur ce pont, et où on a une vingtaine de héros communistes qui se sont jetés à l'assaut de ce pont qui avait été au préalable démonté, donc ils ont posé les planche par planche, jusqu'à arriver à l'autre bout et à détruire une ligne mitrailleuse qui a permis à l'armée de traverser. Et en fait, dans la bande dessinée, on s'aperçoit que il s'est rien passé, c'est une histoire qui a été montée de toutes pièces par la propagande chinoise. Donc c'est vraiment une bande dessinée que je trouve très intéressante, surtout si vous n'avez pas le temps de lire des pavés de 300-400 pages. Donc ça permet de lire facilement l'histoire d'un homme politique majeur de l'histoire chinoise. Vous aussi, si vous vous intéressez à l'histoire en général, il faut savoir que cette bande dessinée fait partie d'une collection où on a d'autres biographies de personnages dans lesquels on retrouve par exemple Jean Jaurès, Napoléon qui a l'honneur d'avoir 3 tomes, Vercingétorix, Charlemagne, etc. Donc, alors, est-ce que je vous la conseille? Je pense que oui. Si vous voulez vous initier rapidement et facilement à l'histoire de Mao, c'est, je pense, une bonne porte d'entrée qui va cependant demander un complément par la lecture d'autres ouvrages. Je vous dresserai une liste dans une autre vidéo, je pense. Mais déjà, si vous pouvez jeter un œil à la biographie qui est fournie à la fin de la bande dessinée, je pense que ça vous permettra de trouver des ouvrages de référence qui vous aideront, si vous le souhaitez, à mieux connaître la vie du grand timonier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'est un test que je fais, c'est fait de manière un petit peu artisanale. Je suis assis par terre devant une partie de ma bibliothèque. J'ai une lampe de bureau qui est accrochée à la porte du placard, recouverte par un t-shirt pour tamiser un peu la lumière. Mais je pense que le résultat est quand même regardable. Donc dans la prochaine vidéo, je traiterai de ce livre, donc 3 affaires criminelles résolues par le juge T de Robert Van Gulik. Donc c'est un recueil de nouvelles policières. Et ça me permettra aussi de vous parler de jeux de rôle, et notamment des jeux de rôle qui sont en rapport avec la Chine. Voilà, à bientôt et bonne lecture.